Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait, et je le dis, je dois toujours remettre à tout seigneur, tout honneur, là. Donc c'est Gab qui est arrivé en ce magnifique lundi avec les deux sujets. On vous fait un dans vos poches pour commencer un peu instant économie, là, mais je pense que c'est assez intéressant de le faire dans un axe dans vos poches. Ça risque d'intéresser beaucoup d'auditeurs. Et en deuxième partie, un place au débat. On en riait un peu en off, sachant que c'est un place au débat classique qui est du genre de sujet que Gab se fascine. Préparez-vous à avoir à la fois des faits très pertinents sur le conflit en question qu'on va parler, mais également des faits divers qui sont tout aussi fascinants et intéressants. On a d'ailleurs dit, et ça je le dis en avance avant que tu fasses le disclaimer, Gab, mais on mentionnait que si quelqu'un est prêt à fact-checker certains faits alternatifs que Gab va mettre dans ses commentaires, qui va être un Gabriel Show, je ne le cacherai pas, en deuxième partie d'épisode. Ça va nous faire un plaisir de lire les commentaires. Je vais même moi-même regarder les commentaires pour voir si quelqu'un va corriger certains Auriel, mais certaines rivières, certains littoraux que Gab va nommer pour mettre une localisation géographique claire sur le lieu qu'on va parler, qui est très d'actualité. J'ai fait un petit peu un spoiler vers où on s'en va, là. Mais fact-checker, c'est très intéressant. J'avoue que moi-même, je vais porter attention cette semaine. Mais avant de lancer tout ça, et étant donné qu'on va parler de sujets avec un petit peu d'opinion, en fait beaucoup d'opinion, cette semaine, pour l'épisode d'aujourd'hui, je te laisse, Gab, faire le disclaimer de début d'épisode. Ouais, t'as bien raison. Et puis effectivement, comme tu as dit, JP, vous êtes bien au courant. Chaque auditeur l'est, en tout cas ceux qui nous suivent depuis longtemps, nous connaissent et savent que tout ce qu'on dit, évidemment, il ne s'agit que de notre opinion personnelle dans le podcast. Il ne s'agit pas d'une recommandation à faire telle ou telle chose ou de prendre, par exemple, tel ou tel placement. On vous invite toujours à consulter quelqu'un d'autorisé et qui compte et aussi a le droit d'exercer là où vous vous trouvez. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous si c'est adéquat à votre profil d'investisseur, si c'est adéquat évidemment avec les considérations fiscales, etc. Bref, consultez un expert, puis faites-vous votre propre opinion évidemment avant d'investir, parce que ça comporte des risques et évidemment, vous le savez, le podcast ne serait responsable en cas de perte financière, c'est de votre faute, puis voilà quoi. Donc c'est un peu ça. On aimerait éviter de se retrouver pardon de l'expression, avec des procès au cul par la suite, là, donc ça n'arrivera pas. Euh, Puis comme tu l'as dit, effectivement, JB, de rester courtois dans les commentaires pour ce qui est du sujet plus politique d'aujourd'hui. Même si vous allez voir, on va tenir un ton extrêmement neutre dans le débat, entre guillemets, parce que, bref, ça ne nous concerne pas vraiment. Donc, c'est un sujet qui nous intéresse, mais qui notre conséquence pour ma vie de tous les jours, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, c'est ça. C'est apprendre avec un grain de sel, effectivement, puis lire aussi d'autres sources, effectivement, réputées sûres, évidemment, pour forger votre propre opinion, je pense, sur le sujet dont on va parler en deuxième partie. Exact. Tu sais, je pense un point à ajouter aussi, c'est on l'oublie trop facilement, là, puis ça, je pense que c'est n'importe quel utilisateur sur des médias sociaux ou en ligne. On oublie que des sujets comme ce genre de conflits régionaux-là, ça a des impacts pour certains auditeurs possiblement, avec la famille ou avec des liens. Donc, ce que vous dites, des fois, ça peut atteindre des personnes plus que juste un débat ouvert, mais je pense que c'est important d'être en bon anglais mindful de qu'est-ce qu'on dit au-delà de juste frustrer quelqu'un avec une opinion divergente. Des fois, ça peut toucher d'autres personnes à des niveaux plus profonds, plus deep, là. Donc, je pense que ça fait un bon tour pour lancer l'épisode. Donc, on commence avec le premier segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le Dans vos poches. Parfait. Donc, on revient encore une fois dans vos poches. Vous en souvenez, là, c'est très axé sur les finances personnelles. Je le mentionnais, c'est un petit peu lié à l'économie également, là. Donc, c'est un instant économie par la bande. On veut parler là, un peu des taux. Là. En fait, Gab, tu avais mentionné là, pourquoi les taux augmentent encore. On ne parle pas nécessairement des hausses des taux directeurs, parce que bon, les taux directeurs ont eu des hausses. Là. Je lisais beaucoup sur ce que la Banque du Canada, la Banque centrale du Canada avait fait, puis ils mentionnaient eux-mêmes là, que la hausse depuis le début de l'année 2023, entre autres, était drastique selon leurs propres termes. Là, puis on le vit, on le voit, et c'est tout à fait c'est un bon terme pour dire qu'est-ce que la majorité des banques centrales ont fait à travers le monde. Mais on réalise effectivement que malgré le fait que les rate hikes, que les hausses de taux ne sont plus à la même fréquence qu'on avait remarqué, autant si on parle juste du contexte nord-américain, c'est un peu ça aussi pour la Banque centrale européenne. On a des contextes que c'est moins, c'est pas d'un mois à l'autre. Là. Je parlais souvent
Powell au sud de la frontière canadienne avec ses petites rencontres de sandwich pour annoncer une hausse de taux comme si de rien n'était à chaque mois. Là. Bon, ça s'est calmé un petit peu. Il y a eu encore des hausses quand même récentes, là, mais à l'époque, c'était presque une attente que ça allait augmenter d'1,25, même d'1,5, presque un acquis. Les taux directeurs, c'est moins pire en termes de hausse. Toutefois, puis je sais que Gab, c'est un peu ça l'approche que tu voulais mentionner, ça reste que si on regarde entre autres les taux d'intérêt au niveau de la consommation, sur les taux hypothécaires, les taux, n'importe quelle forme de prêt que vous voudriez faire en termes personnels ou des prêts qui sont adossés à un actif, là, que ce soit des prêts automobiles, etc., on se retrouve quand même dans des contextes où on a des mises à mal pour le portefeuille à un certain point. On avait fait un épisode dans les dernières semaines sur le volet hypothécaire, mais c'est un peu ça encore partout. Donc on est dans un contexte où malgré les hausses de taux, malgré le fait que bon, la cible de la banque, des banques centrales reste de ramener l'inflation à leur cible clé là, du 2% à peu près, mais malgré les estimations qu'il mentionnait, bon, que bon, d'ici le milieu, fin 2023, là, il allait avoir un arrêt presque complet des hausses de taux et que le taux d'inflation allait arriver. Là. Retour au target en 2024, ça reste qu'on ne semble pas y être si proche que ça et je pense que c'est important de parler des facteurs au-delà de la hausse des taux d'intérêt qui, bon, ont les effets qu'on connaît. Donc, la hausse des taux d'intérêt est supposée réduire la volonté d'endettement des entreprises et des particuliers. Si ça coûte plus cher de faire des prêts, c'est sûr que c'est moins intéressant. On a vu des ralentissements au niveau du marché immobilier, par exemple. Donc, ça, c'est un très bon point. On peut parler des véhicules également, etc. Bref, les prêts à la consommation ont clairement réduit et les prêts hypothécaires ont clairement réduit par rapport aux tendances qu'on a vues dans les derniers mois. On peut également parler juste des dépenses. Donc, les dépenses ont quand même ralenti, mais il y a encore des problèmes et ce n'est pas forcément uniquement axé sur l'effet de la hausse des taux directeurs sur les particuliers, sur les citoyens, sur les consommateurs et les entreprises. Mais il faut également voir qu'est-ce qui se passe dans des éléments que le taux directeur ne va pas nécessairement affecter. Et on revient à des points qu'on avait parlé, entre autres, en début 2022. Pensez aux enjeux qui existent encore liés à la chaîne d'approvisionnement. C'est sûr que c'est très difficile pour les compagnies d'essayer de contrôler leurs prix et d'arrêter d'avoir des flambées de prix comme on a pu voir dans plusieurs services, plusieurs produits, plusieurs biens, si la chaîne d'approvisionnement continue à avoir des limitations comme il y avait à l'époque lorsqu'il y avait des centaines et des centaines et des centaines de bateaux en attente dans les plus grands ports au monde. On est encore dans un contexte maintenant où c'est pas parfait, c'est beaucoup mieux, on en parle beaucoup moins, mais ça reste encore très problématique. Donc, les différents maillons de la chaîne d'approvisionnement ne sont clairement pas à leur plein potentiel ou au potentiel requis pour ramener une économie sur les rails, une économie mondiale sur les rails. Ça, c'est le premier point, je pense. Puis l'autre point, avant de passer la parole, Gab, il ne faut pas oublier aussi le volet de l'énergie. On sait que, bon, il y a un petit peu de teinte géopolitique, en fait, une forte teinte géopolitique dans ce que l'OPEP Plus fait présentement. Mais on s'entend que la Russie, avec leur conflit et le fait qu'ils ont emboîté le pas assez facilement avec les grands pays producteurs de pétrole et exportateurs de pétrole, en fait, ben, on se retrouve avec encore maintenant des prix à la pompe et même juste, on regarde les cours du pétrole, c'est pas encore parfait. On est très, très loin de ce qu'on voudrait avoir aussi pour aider à ce que l'économie se remette sur les rails, à ce que l'inflation atteigne des niveaux qui sont cibles et qui sont raisonnables pour la vie et le quotidien. Là. Donc, je pense que c'est un petit peu là qu'il y a des emphases à aller ajouter parce que pour le consommateur, nous, on regarde encore une fois quels sont nos taux de prêt. On avait parlé justement des renouvellements hypothécaires pour les termes, là, le contexte canadien qui est encore plus mis en emphase depuis qu'on a fait notre épisode. Les personnes le ressentent encore, mais peuvent se questionner, ben, qu'est-ce qui se passe? On a augmenté les taux, la Banque centrale est supposée augmenter les taux, puis c'est supposé avoir un effet inverse sur l'inflation. Présentement, c'est pas le cas, donc c'est quand même intéressant d'aller mettre du poids sur ben, qu'est-ce qui se passe encore et réellement qu'est-ce qui peut être fait. Peut-être, c'est peut-être des questions, Gab, que tu pourrais extrapoler, mais qu'est-ce qui peut réellement être fait pour essayer, d'améliorer le point, ça je pourrais en parler plus si tu veux, là, mais la chaîne d'approvisionnement, ou qu'est-ce qui peut arriver pour qu'on retrouve un contexte un peu plus favorable. Et pour le contexte pétrolier, ben, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je pense que ça aussi, il y a beaucoup de jeux politiques, comme on a dit, qui doivent arriver pour mettre ce maillot-là adéquatement. Donc, sujet très intéressant parce que c'est compliqué et parce que aussi, c'est des cibles, c'est des idéaux, mais possiblement que 2024 ne va peut-être pas amener. Il y a beaucoup d'incertitudes liées au retour à un taux d'inflation qui est raisonnable. C'est peut-être là qu'on a quand même beaucoup d'interrogations en tant que consommateur. Ouais, et puis ça nous donne aussi pas mal de sujets d'épisodes en perspective, en tout cas pour le podcast. Parce que, comme tu l'as dit, beaucoup d'incertitudes encore qui est sur le marché. Euh, Pourquoi je voulais faire cet épisode-là? Ben, c'est qu'effectivement, beaucoup d'auditeurs nous posent la question, puis même je le vois par exemple même dans mon entourage ou les gens tu sais, qui sont un peu moins familiers avec le contexte financier, et ben, qui se posent la même question en fait, de dire bon bah on a entendu que Powell, alors c'est drôle parce que je bassinais mes grands-parents avec Powell il y a 1 an et demi, 2 ans. Là, je me souviens quand j'avais fait l'épisode, on faisait les épisodes pas mal sur les hausses de taux à cette époque-là. Et comme tu sais, j'étais en vacances en France pendant l'été, là, donc
on enregistrait les podcasts à distance, on se disait, bah, qu'est-ce qu'il fout Powell, etc. Et là, il me reparle, ouais, mais on n'entend plus parler, etc. Et pourtant, les taux montent. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, et, comme tu l'as dit, JP, c'est qu'effectivement, les taux directeurs, ils contrôlent la trajectoire, mais quelque part, après ça, la vitesse dans laquelle les taux s'adaptent, puis la politique monétaire est corrélée aux taux demandés par les marchés financiers. Et ben des fois, il y a des petites divergences effectivement là-dessus. Donc, oublions pas que les taux directeurs sont des taux d'emprunt à court terme. Ce sont des taux qui concernent les banques, en fait, pour lesquelles elles déposent et prêtent leurs réserves. Les réserves, au passant, c'est l'argent en fait qu'elles ont au-delà de leurs prêts. Donc, c'est un peu comme vous, votre argent d'épargne ou votre. Ben, c'est la même chose pour les banques, sauf qu'évidemment, eux, c'est le contraire. Comme eux, ils reçoivent votre argent, mais ils prêtent une portion, puis il y a une portion qui sert de réserve. Et ben, c'est exactement ça. Puis il y a une portion aussi qui vient aussi de l'équité de la banque. Donc, donc en fait, c'est un peu comme ce qu'il y a après, en fait, effectivement, les dépôts, bah, c'est un peu les réserves supplémentaires. Bref. Et l'idée, c'est que et ben là, on est dans un contexte où aussi, bah maintenant, les gouvernements, en fait, effectivement, empruntent de plus en plus d'argent, puisque les déficits se creusent. Je pense que on en entend parler de plus en plus, surtout dans la zone euro, où, comme les taux d'intérêt quand on commence à augmenter, puis que les déficits publics commencent à être très élevés, hein. On le voit, par exemple, notamment en France, où le déficit public il est largement au-dessus du critère dit de Maastricht, donc qui est la fameuse règle des 3%, je crois, de déficit public sur lequel tu ne peux pas dépasser en fait selon la zone européenne dans la zone euro là, t'as pas le droit de dépasser ce 3%. Eh ben, c'est dépassé, sache-le là. Et puis la plupart des dettes effectivement, comme tu dois payer les intérêts maintenant avec un nouveau taux d'intérêt plus élevé, et ben évidemment ça creuse aussi le déficit. Donc c'est quelque chose qui est assez important et assez dévastateur, je dirais, pour la plupart des économies européennes, mais ça va être le cas aussi côté nord-américain, hein. Je pense qu'on est aussi à taper, hein. Surtout les États-Unis, on pense que c'est un gentil, tu sais, ils jouent dans les règles. Les États-Unis, ils ont plus de 100% d'endettement sur leur PIB, hein. C'est considérable. Surtout qu'en plus, maintenant, on entend de plus en plus parler que on veut relancer les dépenses militaires. Bah, c'est pas gratuit, relancer les dépenses militaires. Rappelons que la règle aussi au niveau de l'OTAN, bah, c'est le 2% des dépenses du PIB qui doivent être consacrées à la défense. Donc certains pays qui étaient en retard commencent eux aussi, si tu veux, à dépenser de plus en plus dans du matériel militaire. Donc tout ça fait ensemble qu'effectivement, tout continue à y avoir un contexte avec beaucoup d'inflation. Les banques centrales, bah, elles, effectivement, elles ont mis un peu en pause la hausse de taux parce que, comme tu l'as dit, bah, elles veulent pas non plus inquiéter les marchés, elles veulent pas avoir un effet contre-cyclique, tu vois, causer la crise en augmentant les taux d'intérêt à court terme de manière trop abrupte. Mais par contre, les marchés, eux, ils s'inquiètent. Et comment ils s'inquiètent? Bah, c'est quand on le voit effectivement avec les taux d'intérêt. Plus ils augmentent, bah, moins c'est bon signe, parce que ça veut dire effectivement que l'économie va ralentir. Le risque plus général des États augmente aussi. Voyez-le en fait comme un peu comme un indicateur de risque aussi, le taux d'intérêt des souverains des pays. Donc c'est pour ça, effectivement, que les taux d'intérêt continuent à augmenter. Et pendant ce temps-là, effectivement, la courbe de taux d'intérêt, qui représente, rappelons-le, c'est les différents taux pour les différentes maturités des prêts, en fait, pour les obligations pardon, gouvernementales, eh ben, elle continue d'être inversée. Donc, c'est sûr que ça augmente de manière significative, en fait, la probabilité que la récession s'approche. Et la récession, je pense qu'on entend parler depuis des mois. D'ailleurs, on en parlait, on disait la récession, the recession is coming, pardon de l'anglicisme, mais la récession s'en vient, etc. Bon, elle est toujours pas arrivée, mais en fait, c'est qu'on essaie de retarder la bombe un peu plus loin là, à chaque fois. Mais bon, au final, elle va finir par éclater. Mais la question, c'est quand? Et c'est encore très difficile de savoir parce que on sait que la plupart des États, depuis quelques temps, puis tu me confirmeras ce que tu en penses, JP, cette note mix instant économie, place au débat dans vos poches, là, mais on ne sait pas trop quand est-ce que ça va arriver, mais moi je pense que c'est ça, ça va arriver prochainement, je dirais, je sais pas, un 12 mois, 12 à 15 mois, là. On sait que d'ailleurs même au niveau des banques, je disais un truc là-dessus, là, sur les banques canadiennes, tu as de plus en plus de prêts de manière considérable, je crois que c'est plus de 25% qui ont un amortissement net négatif. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, les balances des prêts augmentent parce qu'il n'y a pas assez d'intérêt. Les prêts Mhm. augmentent en balance, donc ça, c'est vraiment très mauvais signe, hein. Ça veut dire que
Tu vas avoir plein d'emprunteurs avec évidemment un risque de crédit complètement monstrueux, là. C'est-à-dire qu'ils payent plus que des intérêts, voire ils payent pas assez d'intérêts, si tu veux, pour rembourser le solde de leur prêt hypothécaire. Donc, moi, je pense que ça représente effectivement un très 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 gros risque. Donc, voir, moi, je ne sais pas si tu avais d'autres points, JP, mais à part peut-être juste pour remettre en contexte, euh, rappelons que les taux d'intérêt, pour vous donner un état d'idée de la chose, c'est quand même que depuis même pas la fin de l'été, là, depuis la mi-été, ben, ça a quasiment augmenté de 1%. Là. Donc, sur par exemple un 10 ans américain, je regarde, là, par exemple, début juin, là, ou, pardon, début juillet, là, je regarde les taux, là, tu es 3,81, puis là, on est aujourd'hui à 4,44. Donc, tu vois, c'est quand même considérable. Bon, c'est un peu moins d'1%. Les gens qui critiqueront mon sens des mathématiques pourront rigoler. Là. Je leur autorise, là, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, aussi au niveau des taux, par exemple, au niveau du Canada, on observe des comportements très similaires. Là, tu es 3,36, je regarde 22 juin, 3,38, puis aujourd'hui, 3,91. Donc, c'est quand même considérable. D'ailleurs, tu remarqueras que, puis là, ça c'est une auto-blague, là, mais on suit un peu toujours ce qui se passe aux États-Unis côté canadien, là, mais toujours intéressant de voir effectivement que les taux augmentent, malgré que les banques centrales ont dit non, on n'augmente plus. Bah non, le taux des obligations continue à augmenter de manière significative. Exact. Puis, tu sais, je pense un des points aussi qui est à soulever, c'est on parlait, bon, je veux dire, on sait c'est quoi les causes, on sait c'est quoi les éléments qui sont tentés là, par les banques centrales. On a mentionné certains des déterminants qui sont clés, comme les conflits géopolitiques liés aux producteurs de pétrole, les enjeux liés à la chaîne d'approvisionnement. Ça, ce sont des acquis, mais il faut voir déjà les conséquences au-delà du consommateur. T'en parlais. Tu sais, la croissance économique était proche de zéro depuis la première moitié de 2023, par exemple, si on parle juste du Canada. C'est un peu ça le problème aussi, c'est que si on réduit la croissance économique, mais on continue d'essayer de tenir le contexte où la pandémie a fait en sorte que plusieurs consommateurs ont accumulé beaucoup d'argent, donc la dureté de la capacité de dépense des citoyens reste encore une fois très forte malgré tout. Tu sais. L'épicerie a augmenté drastiquement, c'est un des éléments qui a eu un taux d'inflation les plus élevés. Il y avait d'ailleurs des débats au Canada là-dessus en chambre parlementaire, si je ne me trompe pas. Mais le monde ne va pas arrêter d'acheter l'épicerie, ça c'est normal, mais aussi certaines personnes ont encore trouve que c'est tout à fait logique de continuer à avoir des dépenses discrétionnaires qui sont, alors qu'en en général, les taux sont supposés augmenter, l'inflation augmente, le monde commence à acheter du McDo à longueur de temps. J'exagère, mais c'est un peu l'effet amplifié. Mais présentement, il y a des personnes qui sont encore capables de très bien vivre avec le fait qu'en pandémie, on a passé 2 ans et demi à ne pas faire grand-chose, à travailler à temps plein à domicile. Par exemple, pour certains, certains ont perdu leur emploi. Ça, c'était un autre problème. On en parlait à l'époque. C'était un débat également de société important. Mais ça reste qu'il y a quand même vraiment en bon anglais, un pattern, là, mais une définition du problème qui est unique par rapport à bien d'autres constats de l'époque ou bien d'autres situations à l'époque où l'inflation est également en hausse. Donc, c'est ce qui est fascinant. On en parle souvent des cas d'école. C'est clairement un cas d'école. Et à mon avis, je vais pas attaquer les banques centrales et Powell à nouveau, mais clairement que c'est un cas que ces personnes-là vont probablement vouloir refaire un jour à l'école. Mais ça, c'est mon avis personnel, là, un petit place au débat là-dessus. Mais il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier que l'économie, à un moment donné, si ça ne tient plus la route, on a également des impacts sur l'emploi, sur le marché du travail, qui doit arriver à un certain point également, et des impacts également plutôt drastiques sur ce qui se passe au niveau des marchés. Les marchés, c'est pas jojo, c'est pas parfait, mais on y est encore. On n'est pas encore si épouvantable, on n'a pas pris un mur encore une fois. Donc, c'est ça qui est fascinant, c'est de voir, on essaie, mais ça tient beaucoup trop par rapport à ce qu'on avait estimé, même avec les hausses de taux tout ce qui était supposé ne plus tenir historiquement et selon les cas d'école qu'on a dit, ben, ça tient encore relativement bien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va tenir et on va réellement avoir un soft landing, comme on parlait en riant à l'époque de presque plus d'un an, je pense déjà? Ou bien si c'est juste d'un coup, on va avoir un mur du jour au lendemain. C'est ce qui est quand même assez fascinant à observer lié à ce contexte-là. Je pense que c'est quelque chose, on en parlait. Je sais pas, Gab, c'est un autre point avant qu'on passe au deuxième segment, d'ailleurs, que tu veux ajouter. N'hésite pas dans les prochaines secondes, mais à mon avis, c'est quelque chose que vous devez absolument lire parce que c'est ce qui est fascinant, c'est que une situation du genre, est-ce que ça va se reproduire dans le futur? Clairement, il y a encore beaucoup d'années devant nous, on s'entend, là, mais clairement que c'est quelque chose qui est unique et qui vaut la peine parce que à un certain point pour bien des personnes, et on en fait partie, on est une génération qui vivons réellement les impacts de l'inflation pour la première fois. Il y en a qui n'avaient aucune idée de c'est quoi l'inflation avant de réaliser maintenant que quand tu veux acheter ton pot de salsa, ça te coûte 2 fois plus cher présentement, parce que ben c'est vrai que l'économie, ça fait quelque chose dans ma vie. Donc c'est sûr que c'est fascinant de réaliser que c'est vraiment une porte d'entrée sur la vulgarisation économique et financière, clairement. Et il faut se tenir au courant parce que ça a un impact, on le disait, et on en parlait en off sans prendre d'allégeance politique.
reste que c'est important. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des élections quand les politiques des gouvernements vont avoir un impact direct sur ce contexte économique-là? On l'oublie. C'est un des gros dossiers pour lesquels nos élus ont des mots à dire et contrôlent une bonne partie également de nos décisions ou en fait des impacts sur nos vies de tous les jours. Ouais, alors petite correction, on va dire, plus pour faire la séquence fusée cartouche d'encre pour la journée. Impact, ce n'est pas français, mon cher JP, c'est un anglicisme. On dit Et conséquence, mais l'impact, à la base, je le dis l'impact, souvent. je le rappelle, est un terme qui est proche à ma tête et proche de mon cœur pour le club, Ouais, l'ex-club de foot montréalais. Donc, s'il vous ouais, plaît, c'est vrai. j'ai le droit de dire impact parce que c'est le mot le plus québécois dans le monde du football et du soccer au Canada, à mon avis. Bref, Ouais, parenthèse. alors je t'autorise. Pour la peine, Mais je me prends quand même je me reçois comment dire, un co-impact ou un sous-impact de carton jaune. Je suis pas un impact direct, mais j'avoue, un ricochet, je le tolère. Je le tolère. Ok, ok, parfait. Ça, c'était la première blague. La deuxième, c'est qu'effectivement, au niveau du... On voit quand même la différence. Ça, c'est plus d'un point de vue, pareil, rigolo. Là. On voit quand même la différence, tu vois, par exemple, au niveau du débat politique. C'est vrai qu'au Canada, on s'intéresse au panier de course. En France, malheureusement, c'est vraiment quand tu tournes la télévision, c'est souvent première page, islam, immigration, etc. Là, donc, Et non, oui. c'est quand même un contexte politique qui est différent. Mais bon, trêve de plaisanterie, c'est vrai que on le voit hein, clairement, hein, en tant que consommateur, moi je le vois. Hein, bon, je trouve que c'est devenu quasiment indécent. Là, des fois maintenant, quand tu vas au resto, là maintenant, justement c'est très drôle. Là, j'y allais, je suis allé ce week-end, là, puis t'as commandé même pas à manger, t'en as vendu maintenant pour 50 $ et t'as rien mangé d'extra là, tu vois. Et c'est drôle, là, j'étais l'autre jour là dans JP comprendra la private joke là, mais dans un truc, en gros notre bar étudiant, on Mhm. allait effectivement quand on était à l'école là, et putain, je ressors avec une addition de 30 $ quoi, alors que ça nous coûtait à l'époque, je sais Ah, c'est pas, un 15, ouais. 16 quoi, et puis voilà quoi, donc On avait genre, bien mangé et bien bu, ça, on peut dire. c'est ça, t'avais Ça, bien c'est vrai. mangé, bien bu pour 16 $ quoi, merde. Là maintenant t'es rendu. Je suis sorti, bon, oui, ça fait toujours du bien des fois d'aller à cette adresse-là. On fera Certes. pas de pub parce que là, sinon, c'est du placement de produits. On va commencer à demander Non, puis c'est un des. endroit, non, puis c'est un endroit unique aussi. Il faut le garder mystérieux pour ceux qui connaissent. Exact, exact. Ouais, les gens qui nous écoutent depuis longtemps, peut-être des fois ils connaissent les références d'ailleurs à force, là, mais bon. Donc c'est ça, mais c'est vrai qu'on le voit, hein, clairement l'inflation continue son chemin, puis comme tu l'as dit, les denrées alimentaires, c'est vrai que c'est là où on voit la forte pression, puis comme tu l'as dit, eh ben, ça augmente les inégalités sociales hein, quand même, parce que c'est vrai que souvent ceux qui prennent de plein fouet l'inflation, ben, c'est souvent les catégories de population les plus précaires, en fait celles qui, comme tu l'as dit, bah, dépensent pas, n'ont même pas de sous pour s'acheter un McDo, là tu sortais de McDo, là, mais n'ont même pas les sous pour aller sortir effectivement de temps en temps, aller manger un coup dehors, là. Souvent c'est vraiment la population la plus précaire, et c'est vrai que c'est inquiétant pour ça aussi. Et il va falloir penser effectivement à des solutions, comme au niveau de l'équilibrage, pardon, j'ai pas le terme en français là, mais des revenus alternatifs, parce qu'on n'aura pas le choix à un moment donné de passer par là, parce que c'est malheureux, mais je trouve que c'est triste que c'est justement cette portion-là, la plus précaire de la population, qui subit de plein fouet, bah, parfois ce qui a profité en fait, aux plus aisés, en fait, parce qu'on le voit quand même, on voit que justement pendant la crise Covid, puis depuis en fait, depuis la sortie, on voit quand même que les fortunes de très très grands riches continuent à s'augmenter. Et c'est là, ça c'est plus un débat d'ordre éthique, moral, politique, hein, rendu là, de savoir qu'est-ce qu'on va faire par la suite. Là, malheureusement, j'ai pas la réponse, c'est votre opinion personnelle. Moi, j'ai la mienne, JP, t'as probablement la tienne. Mm. Vous l'avez peut-être la vôtre, là, mais je pense que c'est important effectivement de se poser ces questions-là d'ordre politique, effectivement, pour pouvoir trouver des solutions qui sont pertinentes, évidemment, à ces problèmes-là. Euh, Puis je pense que le dernier point, quand même, qui est pertinent à évoquer aujourd'hui, là, mais on a évoqué le côté, on va dire, personnellement, les taux montent, mais concrètement, ça a quoi comme impact? Bah, clairement, si vous avez des obligations, bah, clairement, ceux par exemple qui avaient suivi mon lead que j'avais dit l'autre jour dans la séance de stock picking, qui était de dire, bon, j'ai envie de prendre un peu plus de duration, bah, ils sont en train de se mordre les doigts, là, comme moi par exemple.
où je me suis dit, bon, bah tiens, je vais augmenter ma duration effective, je vais aller être un peu plus long terme. Bon, bah évidemment, je m'en mords les doigts. Ça n'empêche que je pense que ma décision n'est pas stupide parce que quand même, il y a l'effet coupon qui prend en compte, qui est à prendre en compte évidemment dans cette décision d'investissement-là, d'aller dans des obligations à long terme. Puis d'un point de vue, quand tu es emprunteur, bah, c'est sûr que ça va être assez terrible parce que on le sait, surtout pour les gens qui ont des hypothèques avec des renouvellements ou à taux variable, bah, ça va continuer à augmenter évidemment. Donc suivez ça évidemment de manière très proactive parce que c'est vrai que là, pour le coup, ça peut être même préférable d'ailleurs de commencer à renouveler même à l'avance si les taux continuent à augmenter encore et encore. Et ben là, il serait peut-être même temps de dire bon bah tant pis, là je vais bouffer tout de suite, mais au moins je vais bloquer mon taux pour les prochaines années, le temps que ça redescende, ça redevienne à des niveaux un peu plus acceptables, tu vois. Donc je pense que peut-être, et ça c'est peut-être une recommandation, là vous connaissez le terme, hein, recommandation avec des guillemets, là vous les voyez pas quand je l'ai fait à la caméra, là, avec devant JP, là, mais euh, parler à quelqu'un qui est autorisé, à un courtier, Mhm. peut-être qui pourrait peut-être vous indiquer la meilleure approche à suivre, puis vous faire plusieurs opinions auprès aussi de votre entourage, vos amis, etc., de la presse, la presse mainstream, comme on dit aussi, pour avoir, je pense, les meilleurs conseils pour la suite, là. Absolument. C'est ça, on va clairement refaire un épisode sur le volet justement des taux hypothécaires, là, des revenants hypothécaires présentement, parce que c'est fascinant comment que les temps changent. Puis tu le disais, la discussion est la meilleure recommandation, parce que c'est ça qu'il faut faire. Il y a plusieurs personnes qui continuent de s'asseoir, par exemple, si on fait juste la différence entre le financement et l'investissement, il y a des personnes qui commencent à payer des prêts hypothécaires, ils payent du 6%, puis de l'autre côté, ils ont des placements qui font du 1. Tu sais. Il y a des réflexions qui peuvent se poser dans des contextes où on a réellement des renouvellements qui peuvent être un petit peu complexes pour avoir des stratégies qui sont proactives. Mais bref, discutez-en, ça c'est un très bon point, Gab, effectivement. Passons maintenant au deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le place au débat. Parfait. Donc, je l'ai mentionné en tout début d'épisode et vous allez m'entendre pour possiblement les 3, 4, peut-être 5 prochaines minutes. Je sens déjà Gab avec une envie de m'interrompre et pour littéralement Je suis là, dans les vous starting blocks, là, vous voyez pas, exact, là. il est prêt, non, il est complètement prêt, puis littéralement, il a la cartographie des différentes montagnes et des littoraux clés avoisinant le Haut-Karabakh. Donc vous l'aurez deviné en spoiler au début d'épisode, là, qui est un sujet qui a beaucoup bougé dans les dernières semaines, dans la dernière semaine surtout, avec une conclusion quand même assez drastique là, d'un conflit régional majeur. Je pense que Gab avait un bon point, effectivement, de vouloir le couvrir parce que ce n'est pas. C'est très important d'en parler, je pense. Encore une fois, on le mentionnait, là, il y a des conflits qu'on va mettre peut-être plus d'emphase et qui vont avoir peut-être également des impacts directement chez nous, au Canada. On va parler également en Europe. Dans ce cas-ci, je pense que c'est également le cas, mais on l'oublie et c'est important de mettre l'emphase sur des conflits de ce type-là. Donc, le Haut-Karabakh, bon, on sait qu'on avait ce fameux débat. En fait, on en parlait un peu en off également pour le localiser, juste pour le positionner dans le temps, là, mais c'est depuis les années 90 là, que le Haut-Karabakh a un regroupement de séparatistes liés à l'Arménie face à l'Azerbaïdjan, là, qui est le pouvoir lié à Bakou, là, justement. Et la reprise, en fait, a eu lieu, je pense, la semaine passée. Là. Ça a pris, je pense qu'il y a eu au total, là, d'un côté, je pense, à peu près 200 morts, ou à peu près côté arménien. Et on parle de 2, 3, moins de 5, du moins, le soldats côté azerbaïdjanais. Et bon, on se retrouve avec, encore une fois, la prise du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan, qui a récupéré le territoire. Là, on sait qu'il y avait aussi cette relation-là dans le Caucase avec la Russie. Donc, bref, il y a une logique historique assez fascinante depuis bien des années qui va même au-delà là, des 3 dernières décennies. Mais on se retrouve avec justement un renversement là, complet qui a été assez expéditif là, à l'intérieur d'une semaine, comme on le mentionnait. Et on se retrouve maintenant avec des populations déplacées. Là, on parle déjà de quelques milliers de personnes qui ont traversé vers l'Arménie, sachant que bon, la position de l'Azerbaïdjan et du gouvernement, qui était d'ailleurs, je pense que c'était Erdogan, là, qui était aujourd'hui là, avec le président d'Azerbaïdjan, là, ce qui est significatif, comme toujours. On avait fait un épisode sur Erdogan tout récemment d'ailleurs. Mais on se retrouve avec justement l'Azerbaïdjan qui prend la position de les séparatistes qui veulent plaider allégeance et obtenir la souveraineté de l'Azerbaïdjan peuvent le faire. Ceux qui veulent quitter vers l'Arménie peuvent le faire également d'une certaine manière. Les soldats également liés à la population qui était au Haut-Karabakh peuvent également obtenir et quitter vers l'Arménie. Donc bon, il y a une logique, une tentative le volet humanitaire qui est en place. On verra le résultat. Là. C'était encore une fois une zone
zone de choc depuis, comme on disait, des décennies, mais ça reste quand même intéressant de voir et c'est les jeux politiques derrière avec justement la Russie, on en parle toujours, mais l'impact de la Russie lié à ce conflit-là et qu'à la base, la Russie était supposée protéger l'Arménie et protéger d'une certaine manière le Haut-Karabakh, ou du moins être une nation qui servait de responsable de la paix dans cette zone-là. À la base, c'était ce qu'il faisait. Clairement, la capacité de l'Azerbaïdjan de reprendre le territoire est directement due au fait que la Russie ne s'en est pas mêlée finalement. Est-ce que c'est lié au fait que le Haut-Karabakh et l'Arménie se sont rapprochés de la cause occidentale, de la cause américaine? Est-ce que c'était littéralement, je pense que c'était en partie la Russie qui avait un impact et qui contrôlait d'une certaine manière l'incapacité de l'Azerbaïdjan de juste aller de l'avant? On l'a vu si en une semaine, la reprise du territoire s'est faite pour le Haut-Karabakh qui a fait les manchettes depuis la dernière année beaucoup, mais comme on l'a dit depuis les trois dernières décennies. C'est littéralement ça. Et là, c'est de voir, bon, mais qu'est-ce qui en est la suite maintenant? Est-ce que l'Azerbaïdjan va réellement permettre une inclusion sociale des personnes qui étaient des séparatistes du Haut-Karabakh à l'époque? Est-ce que réellement le fait que certains séparatistes vont retourner en Arménie, est-ce que la relation entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui n'est pas bonne, va juste déplacer le conflit au final vers une autre frontière? C'est ce qui est quand même intéressant à voir, mais clairement, ce n'est pas la fin. En fait, un dénouement armé par un conflit n'est clairement pas un élément qui va amener une paix durable. Ça, c'est le premier point. Mais c'est surtout fascinant de voir justement l'impact que la Russie a eu dans ce dénouement qui a été extrêmement hâtif, là. Ouais, bah, c'est vrai que c'est une région qui est passionnante et c'est pour la raison pour laquelle je trouve ça pertinent effectivement de faire un épisode là-dessus. Parce que d'ailleurs, on l'avait pas mal évoqué dans différents podcasts, notamment sur celui sur la Turquie, mais de manière très brève, évidemment, ce conflit-là. Vous le savez à quel point j'adore évidemment tout ce qui est la région évidemment du Moyen-Orient, du Proche-Orient, mais le Caucase aussi en fait partie. En fait, l'univers post-soviétique aussi me fascine et je trouve ça très intéressant évidemment d'en parler parce qu'effectivement c'est un dénouement majeur évidemment d'un point de vue stratégique et je pense qu'il y a des implications qui sont très intéressantes d'un point de vue international en fait de la crise du Haut-Karabakh. Alors d'ailleurs on dit Haut-Karabakh ou Nagorno-Karabakh en azerbaïdjanais. D'ailleurs les gens confondent Azeri, c'est le nom de l'ethnie, un peu comme on pourrait dire les Gaulois, par exemple, pour les Français, là, et alors que les Azerbaïdjanais sont les habitants du pays qui s'appelle la République d'Azerbaïdjan. Donc c'est une petite différence. Et en arménien, cette région-là s'appelle l'Artsakh. Donc Artsakh, ça s'écrit. Et comme tu l'as dit, JB, bah, c'est un pays en fait qui est. En fait, justement, c'est pas un pays d'un point de vue du droit international. C'est une région autoproclamée indépendante par des séparatistes pro-arméniens depuis la fin des années 90, en fait, depuis la chute de l'URSS. Rappelons le contexte, c'est que cette région-là a fait toujours partie en fait de l'espace plutôt arménien jusqu'à l'invasion en fait de la région par l'Empire russe. Je crois que c'était début du 19e siècle, donc je pense que c'était 1820, quelque chose comme ça. Juste à temps qu'effectivement cette région-là ait été rattachée en fait à la République d'Azerbaïdjan, parce que géographiquement, si vous regardez une carte, cette région-là est à l'est en fait d'une chaîne de montagnes et est plus proche effectivement d'un point de vue c'est plus sur un plateau en fait à proximité de la région du. Alors je ferai pas de référence sur le nom des fleuves, JP, si tu t'attendais à ça là, parce que je sais qu'il se délectait à ce que je cite les Ah ouais, truculentes on ne parlera rivières. pas de l'Arrache? On ne parlera pas de l'Arrache. La rivière Arrache, effectivement, qui divise par contre l'autre grand pays de la région, qui est en l'occurrence l'Iran, évidemment. Et cette région-là, a toujours été pas mal disputée. On sait qu'il y a toujours eu une rivalité plutôt entre les peuples turquiques, donc comme les Turcs, effectivement, mais aussi les populations azéries, qui sont une langue qui est proche du turc. D'ailleurs, on dit que l'Azerbaïdjan et la Turquie, c'est une nation, deux États, en fait. D'ailleurs, leur langue est quasiment similaire. Si vous demandez à un Turc de parler à un Azerbaïdjanais, ils seront capables de se comprendre comme vous parlez à, je sais pas, un Belge, par exemple, ou par exemple un Français avec un Québécois. Il risque d'y avoir quelques différences, effectivement, au niveau de la langue, mais c'est très similaire. Quelques différences au niveau de l'alphabet aussi, mais c'est quasiment la même langue, tu vois. Donc, alors que l'Arménie, pour le coup, a toujours eu, on va dire, une culture très différente, effectivement, de ces régions-là, puisque elle, pour le coup, est évidemment de confession chrétienne. D'ailleurs, son alphabet n'est pas du tout le même, etc. Son histoire est bien différente. On sait qu'il y a une rivalité aussi historique qui s'est créée depuis le fameux génocide arménien aussi, donc à la fin de la Première Guerre mondiale.
qui a causé la mort de plusieurs millions d'Arméniens donc, dans la région. C'est vrai qu'il y a toujours eu une rivalité déjà historique entre ces peuples-là. Et bon, alors après, évidemment, comme je te l'ai dit, bah, c'est ça, c'est qu'ils ont été rattachés. Pourquoi l'Azerbaïdjan? C'est ça, plus pour des raisons géographiques, mais d'un point de vue ethnique, on sait que la région du Haut-Karabakh a été peuplée à environ 75% en fait par des Arméniens jusqu'à la chute de l'URSS, où il y avait encore une petite minorité de 25% effectivement de tribus, comment dire, ou de populations azéries. Donc, une fois que l'indépendance a été proclamée, bah, c'est pas compliqué. Les séparatistes ont demandé leur indépendance et leur rattachement à la République d'Arménie, ce qui a été refusé en fait par les autorités de Moscou avant la fin de l'URSS. Et du coup, ça a tourné à un conflit évidemment armé. Donc, ce conflit-là, effectivement, a fait évidemment des dizaines de milliers de déplacés, donc notamment des peuples azéris qui ont été déportés vers Bakou, donc les grandes villes de l'Azerbaïdjan. Et de l'autre côté, en fait, les Arméniens ont pu repeupler effectivement cette région-là. Donc c'est un peu un scénario en fait un peu hybride entre ce qu'on avait parlé, je crois, de l'époque. On avait fait un épisode là-dessus, mais sur le Sahara occidental. Et c'est un peu un hybride aussi avec le conflit israélo-palestinien. Il y a eu cette logique de repeuplement qui s'est faite et malheureusement de nettoyage ethnique qui est en train de se profiler d'ailleurs à l'horizon sur le sol du Haut-Karabakh, nouvellement réintégré dans la République d'Azerbaïdjan. En 1994, la guerre du Haut-Karabakh a pris fin, donc on sait que c'est les Arméniens qui ont gagné. Ils ont même repris du territoire à l'Azerbaïdjan en dehors de l'ancienne région autonome du Karabakh, du Nagorno-Karabakh, ils avaient un statut particulier sous l'Union soviétique. Et jusqu'en 2020, en fait, la région était contrôlée par cette république autoproclamée de l'Artsakh. En 2020, il y a eu une grosse offensive, peut-être vous en avez entendu parler à cette époque-là. Les Azerbaïdjanais ont repris quasiment les 2 tiers en fait, du territoire qui était contrôlé par la République d'Artsakh, notamment dans le sud, en tout cas du Nagorno-Karabakh. Donc la région que tu avais dit, d'ailleurs c'est assez drôle dans les notes du PIB, mais du bas Karabakh, hein, donc ce qui est en bas des montagnes du Karabakh en fait, donc plus dans les vallées. Ces régions-là ont été reprises effectivement par les forces azerbaïdjanaises. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que tu as toujours cette division en fait entre deux lois qui sont importantes, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. On sait que c'est un truc qui a été donné par ce qu'on appelle les points de Wilson. Donc ça a été à la fin de la Première Guerre mondiale, à l'avènement de la Société des Nations, on se rappelle. Et de l'autre côté, bah, la primauté du droit international qui dit que les frontières internationales sont reconnues comme étant un territoire de l'Azerbaïdjan. Donc les deux positions sont très critiquables. On sait qu'aussi ces réfugiés azerbaïdjanais ont été déportés en fait de la région, et ce qui est vrai qu'il y a un vrai sentiment d'humiliation de l'Azerbaïdjan quand ils ont perdu cette partie-là du pays. Et donc voilà, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon bah là, la situation rapport de force est complètement inversée. Alors depuis 2020, on sait que le territoire du Haut-Karabakh a été contrôlé en fait seulement quelques villes, donc notamment la capitale qui s'appelle Stepanakert ou Kakendi en azéri, qui était contrôlée encore par l'Artsakh. Et un couloir humanitaire existait en fait entre le pays et l'Arménie qui s'appelle le corridor de Lachin, qui a été depuis en fait contrôlé par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a fait un blocus sur cette région-là qui empêchait le renvoi d'armes et évidemment de nourriture dans les populations. Et c'est ce qui fait qui a rendu possible l'opération qui a eu lieu la semaine passée, puisqu'en fait l'Azerbaïdjan a complètement décidé de dire bon bah rendez vos armes, on récupère le pays. Alors la situation aujourd'hui, c'est plus une situation, on va dire, de plus de statu quo, effectivement. C'est qu'aujourd'hui, là, les forces arméniennes de l'Artsakh se sont rendues. En tout cas, la milice qui servait d'armée de l'Artsakh a déposé les armes et s'est rendue et s'est auto-dissoute. Donc c'était les forces de défense de l'Artsakh. Et de l'autre côté, l'Azerbaïdjan a dit bon, bah là, on commençait à encercler la capitale, donc Stepanakert ou Kakendi, dans les derniers jours, notamment dans les hauteurs de la ville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, bah là, il y a eu un discours, il y a eu un espèce de protocole diplomatique qui s'est fait, donc protocole de réintégration, comme tu l'as dit, JP pourrait peut-être réintégrer avec un statut particulier. Il y a encore énormément de contours d'un point de vue constitutionnel qui sont à définir. Est-ce que, par exemple, les gens qui sont d'origine arménienne auraient le droit de garder la nationalité arménienne, par exemple? Pourraient-ils se déplacer? Pourrait-il avoir le même droit à la nationalité azérie de l'autre côté?
azerbaïdjanaise, tu vois, je me perds. Donc, c'est des questions évidemment qui sont encore à se poser, etc. D'un point de vue, est-ce qu'il va y avoir encore des morts? Parce qu'on sait que malheureusement, la méthode azerbaïdjanaise, évidemment, c'est plus d'envoyer des bombes, hein, puisque on l'a vu, en tout cas sur les photos, c'était loin d'être pacifique, on va dire, dans les derniers temps. Comment ils ont soumis évidemment la population de l'Artsakh. Par contre, c'est vrai que d'un point de vue de droit international, ils sont dans leurs droits, effectivement, parce qu'ils sont chez eux, en fait. Donc c'est ça qui est assez particulier avec ce conflit. Puis le deuxième point, peut-être JP, tu auras peut-être d'autres éléments, peut-être des choses que tu auras à rajouter au besoin, là, je sais pas. Je vois qu'il fait un nom de la tête, donc, parce que je pense que comme vous l'avez dit, c'est un peu un JP show, il a raison, là, pour le coup. Là. JP Chaud dans la première Pardon. partie, Gabriel Chaud clairement ici, clairement. Exact, je suis désolé, hein, vraiment, c'est pas vraiment pas. C'est ton C'est sujet, vrai. c'était ton sujet, c'était Mais parmi les 2 que vraiment, tu as donnés, c'était ton préféré, donc 100%. c'est ça. Et puis, je voulais vraiment le faire parce que encore une fois, c'est une région qui me fascine, qui m'intéresse, etc. Je n'irai pas, donc je pourrais pas rapporter parce que j'ai pas envie de rester en vie quand même, là. Sachez-le, je n'irai pas. Donc, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est les implications d'un point de vue de droit international, effectivement, puis de politique internationale. On sait que l'Arménie a toujours été plutôt alliée avec la Russie. D'ailleurs, ils ont un partenariat qui s'appelle le protocole de sécurité mutuelle qui permet effectivement à plusieurs pays de cette fameuse alliance de se défendre entre eux. On voit que l'Arménie, comment dire, n'a pas été défendue effectivement par la Russie. Alors même si effectivement c'est entre guillemets un contour du droit international, ce qui fait que effectivement la Russie se dédouane, dit bah non 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 c'est pas l'Arménie n'a pas été attaquée, ce qui est le cas. Effectivement, l'Arménie n'a pas été attaquée, c'est un territoire, c'est un conflit interne si tu veux. Un peu comme, je sais pas si en France, on disait les Corses réclament leur indépendance, puis qu'on envoyait la police et la gendarmerie sur place, bah, quelque part, l'OTAN, il n'aurait rien à voir avec ça, si tu veux. C'est pas leur problème. Donc, c'est ça, c'est une première limitation, mais quand même, la Russie était censée s'engager par toute une voie, on va dire, de traités et puis d'accords diplomatiques, effectivement, à protéger la neutralité de la région et protéger la paix. Donc, il y avait ce qu'on appelle des peacekeepers, là, en anglais, là, qui avaient été dépêchés dans la région, notamment dans le fameux corridor de la Chine qui était sous blocus, qui était censé, on va dire, préserver, si tu veux, le rapatriement, on va dire, de blessés, l'approvisionnement en nourriture de la région, chose qui n'a pas été faite. Donc Moscou, pour le coup, est, je pense, le premier perdant. L'Arménie, la deuxième perdante. Je pense que d'un point de vue stratégique, elle a perdu énormément en crédibilité dans ce conflit-là. Elle n'a pas tenu aussi ses engagements de créer un espèce de ce qu'il appelle le Neutral Corridor, parce que rappelons, si vous regardez une carte de l'Azerbaïdjan, il y a une petite enclave en fait qui est à l'ouest de l'Azerbaïdjan, qui s'appelle l'enclave de Nakhitchevan. Et ben cette enclave-là était censée être reliée par une route, effectivement, passant par le territoire arménien, ça n'a jamais été fait. Et effectivement, l'Arménie aujourd'hui est même subit par exemple des très grandes manifestations, on va dire, pour le départ de leur Premier ministre, dont j'écorche le nom, vous m'excuserez. Donc c'est assez complexe. Ceux qui ressortent évidemment en très grande posture de force, bah, bien évidemment l'Azerbaïdjan, pardon. L'Azerbaïdjan, effectivement, et son dirigeant qui est Monsieur Aliyev, qui est le fils de l'ancien président Eldar Aliyev, qui est le fondateur de l'Azerbaïdjan moderne, et ben renforce son amitié évidemment encore une fois avec, comme tu l'as dit, JP, avec la Turquie. Confronte encore une fois lié à la posture complexe qu'elle a avec l'Iran. On sait que l'Azerbaïdjan est armé par des drones d'origine israélienne. Donc, c'est là où tu vois que tu as vu, il y a plusieurs confrontations qui se font dans la région. Et en fait, au final, c'est un jeu en fait d'alliance et quasiment une proxy war dans cette région qui a lieu dans le Nagorno-Karabakh. Mais je pense que l'apprentissage principal, c'est que la stratégie de la guerre moderne qu'on connaît à l'occidental, donc la tactique occidentale qui est d'utiliser des drones, d'utiliser de l'équipement de haute technologie, a prouvé à être efficace versus la stratégie arménienne qui s'est pendant très longtemps, il faut le dire, reposée sur de l'armement essentiellement d'origine russe et de l'ex-URSS, et des stratégies qui impliquaient énormément d'artillerie et de missiles sol-sol, donc sol-air, pardon, donc comme ce qu'on avait vu, par exemple, les fameux orgues de Staline, là, qui étaient des espèces de lanceurs. Là, je sais pas si tu as déjà vu ça là, dans les documentaires, là, mais des espèces de gros missiles qui tirent partout. Là, donc, ça prouve que ça ne fonctionne pas, en fait, d'un point de vue stratégique. Donc, encore une fois, plein d'apprentissages. Moi, je vous invite vraiment à lire là-dessus, cette région-là. C'est très intéressant. L'histoire de l'Arménie, l'histoire de l'Azerbaïdjan.
ces deux régions passionnantes. L'histoire de l'Iran, évidemment, de la Perse, qui est évidemment très associée évidemment avec ce conflit-là, parce qu'on le sait, l'Iran a aussi ses intérêts stratégiques qui sont évidemment plus pro-Arménie et contre l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan est copain à Israël, Iran est pas copain. Les amis de mes amis sont mes amis, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, etc. Vous avez compris un peu la logique, mais c'est ça que je trouvais passionnant, on va dire, avec ce sujet de parler, c'est qu'effectivement, il y a plein de conséquences, puis de relations de pouvoir qui se créent évidemment dans cette région-là si particulière. Absolument. J'ai rien je l'avais dit depuis déjà Drop que de 10 mic. minutes. Je l'avais mis littéralement dit depuis 10 minutes dans la zone commentaire du logiciel qu'on utilise pour enregistrer. Donc, je pense, Gab, je n'ai pas de point à ajouter. Tu as fait le tour et même plus. Ceux qui avaient un mini intérêt, espérons, vous avez maintenant la flamme dans les yeux. Donc, allez lire, comme Gab l'a mentionné. C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui, d'ailleurs. Donc, merci, Gab, pour les idées de sujet. Merci Avec également plaisir. pour ta contribution, surtout dans le deuxième. Et comme à l'habitude, chers auditeurs, là, vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes clés. La principale pour le monde des commentaires, des opinions et tout public qui est YouTube. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour les notifications. Ceux qui ne veulent pas utiliser la zone de commentaires pour faire des mentions publiques, n'hésitez pas à prendre l'adresse courriel que Gab met dans la zone de description pour faire le même genre de mentions. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et pour la majorité d'entre vous, toujours sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Même chose, abonnez-vous à la chaîne, mettez n'importe quelle méthode qui est fournie pour l'appréciation de la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Et également, on le mentionne, au-delà du référencement numérique, c'est toujours un plaisir là, de vous voir le partager de bouche à oreille à vos proches, à vos amis, à vos collègues. C'est toujours très beau de voir la communauté grandir là, par référencement. Donc, continuez à le faire, ça nous fait toujours plaisir de le voir. Je vous souhaite tout le monde et je te souhaite, Gab, une très belle semaine et à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.